Europe 1. Et il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, est le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Bienvenue ce matin sur Europe 1. Bonjour à vous, David Lisnard. Bonjour. Visage tuméfié, la dame de 89 ans violemment agressée à Cannes par 3 jeunes délinquants de 14-15 ans a témoigné hier. Vous aviez vivement réagi, affirmant que si ça avait été votre mère, vous auriez pu dormir en prison. On a compris que vous aviez réagi avec vos tripes. Ça veut dire se faire justice soi-même. Est-ce que vous le rediriez ce matin de la même façon? Certains vous l'ont reproché en tant qu'élu. J'assume ce que j'ai dit complètement. Je crois qu'il faut dire la réalité des choses. Je n'ai pas dit que ça. J'ai dit avant tout le travail qui a été fait grâce à la vidéosurveillance, grâce à la police municipale qui a identifié en quelques minutes les auteurs des faits, qui a transmis les informations à la police nationale ensuite, qui a très bien travaillé avec la police municipale et au parquet qui a fait ce qu'il devait faire. Il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie, évidemment, du règlement de compte et de la justice privée. Il s'agit simplement de dire, au-delà d'une réaction humaine, et d'ailleurs le fait que je ne fasse pas l'apologie, je précise, je dis bien dormir en prison, donc ce n'est pas de dire chacun doit se faire justice. C'est de dire que ces faits sont en dessous de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le champ de l'humanité. On va en parler, mais en disant cela, David Lisnard, vous actez de l'impuissance de la justice à nous protéger, et finalement du gouvernement, quel qu'il soit, à véritablement agir. Il ne faut pas réagir de façon émotionnelle et à chaud, c'est notre devoir de citoyen et a fortiori d'élu, mais aujourd'hui, tout le quotidien nous le prouve, c'est-à-dire à la fois la somme des témoignages recueillis, regardez le nombre de maires qui se font agresser dans leurs fonctions, ce chauffeur de taxi qui a failli mourir égorgé par un cutter, par quelqu'un qui a été libéré au bout de 8 ou 10 ans, alors qu'il avait pris 22 ans et qui avait tué un jeune homme, lui-même avait 17 ans, enfin... Il y a une réalité qui ne sont pas de l'ordre du fait divers, qui sont révélatrices d'une violence dans la société, et puis une réalité statistique. Les violences sur les personnes ont augmenté de 33% depuis 5 ans. Donc, sur le cas d'espèce, la police a bien fait son travail, le parquet aussi, on verra ensuite les peines qui seront prononcées, mais on voit bien que notre arsenal juridique, mais au-delà du juridique, au-delà du pénal, notre façon d'appréhender ces problèmes est obsolète. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on a du mal à le dénoncer? Vous venez de dire que ce ne sont pas des faits divers. Donc à vous entendre, c'est inscrit, c'est beaucoup plus profond. Inscrit, ce sont des faits de société. Mais je vous pose une question après une telle sauvagerie. Agresser une dame, et surtout, j'allais dire, de cet âge-là, est-ce que vous vous posez la question de savoir s'ils sont encore réinsérables dans la société ? J'ai des doutes parce qu'ils sont récidivistes. Je ne veux pas donner trop de détails sur l'identité des personnes et sur leur famille. C'est des personnes bien connues qui ont bénéficié de beaucoup d'accompagnement. Dans une époque d'aide sociale, de logements sociaux, accès à tous les équipements sportifs, culturels, parce qu'on parle de déshérence. Mais enfin, il faut relativiser, regarder les générations précédentes. Il faut quand même regarder la réalité en face. Et donc, il y a évidemment le caractère, à mon avis, inapproprié de l'ordonnance de 45. Enfin, aujourd'hui, c'est le code de justice pénale des mineurs, qui date de septembre 2021. Mais il y a aussi, donc, il y a une nécessité de revoir la graduation des peines dans le cadre de l'état de droit. Parce que vous demandez la levée de l'excuse de minorité dans de tels cas graves. Ça veut dire, David Lisnard, il faut qu'on soit précis que pour ces mineurs, pour vous, il faut les traiter comme des adultes délinquants et les envoyer en prison. En tout cas, dans une maison de redressement, dans un centre d'éducation fermé. Donc, il faut revoir l'organisation des peines, la graduation. C'est pas adapté. On peut pas avoir des personnes qui... on a le droit de conduire à 16 ans, on a la majorité sexuelle à 15 ans, et on n'aurait pas la responsabilité pénale lorsque cette personne a failli tuer une dame de 89 ans en l'attaquant par derrière, en ricanant, en faisant une vidéo. Donc, il faut bien à la fois protéger les victimes, il faut essayer de rééduquer ces personnes, de leur donner une instruction, des codes moraux. Donc il faut de la discipline et ensuite il faut protéger la société. L'enfermement fait aussi partie de la protection de la société. Donc revoir l'ordonnance de 45, évidemment. 2, revoir les moyens, parce que c'est souvent dans l'exécution des choses. On a 56 centres d'enfermement, d'éducation fermée, il en faut au moins une centaine. Mais au sein de chaque, il faut beaucoup plus d'encadrants. Il faut le respect de la discipline. Ça sera bien pour ces gamins. Ça sera très utile. Vous savez, quand on a tous transgressé... Il faut, David Lisnard, vous avez écrit... Oui. Écoutez, en tout cas, localement, on prend des dispositions, mais on a tous transgressé dans la vie. Mais là, c'est un niveau d'ensauvagement qui est bien au-delà de la transgression. C'est pour ça que je vous ai posé la question de la réinsertion. Et vous êtes allé plus loin sur la responsabilité des parents. Il faut qu'on en parle également. Et c'est ce que je voulais dire, si ces mineurs sont irresponsables, comme on nous le dit,
il faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable. Moi, je ne reconnais pas la notion de responsabilité collective. C'est la meilleure façon de diluer les choses. Donc, ce sont les parents qui en sont responsables. On est responsable d'ailleurs civilement de nos parents, jusqu'à leur majorité. Et c'est pourquoi il faut aujourd'hui recréer une société de la responsabilité, se poser la question quand même des moyens. Le nœud gordien, la bureaucratie. On est le pays qui prélève le plus d'impôts et de charges, entre 44 et 47% de la richesse, qui dépense le plus au monde, qui a le plus de dépenses publiques par habitant. Et donc, quand on a une crise sanitaire, on n'a pas de masque, on n'a pas de livret A. Quand il y a des incendies, et donc, il est légitime où sont les Canadaires de supprimer les aides sociales à ces familles de jeunes agresseurs. Il faut bien qu'il y ait une responsabilité civile. Donc, quand les gens sont solvables, ils doivent payer, indemniser. Quand ils ne sont pas solvables, il est quand même paradoxal que nous, contribuables, on prend perpète avec nos impôts. C'est bien l'impôt, mais on ne peut pas, avec nos impôts, alimenter des familles qui portent tort à la société. Donc, si je vous entends bien, frapper dans le porte-monnaie, c'est bien ça, parce qu'en parlant d'argent, et là je le mets au conditionnel, la dame agressée, en tous les cas, sa famille aurait été contactée par les parents de ces agresseurs qui ont tenté de lui proposer de l'argent en échange de l'abandon de la plainte. C'est-à-dire que vous mettez du côté le discours qui tente à dire, écoutez, non, il ne faut pas justement s'en prendre aux parents de ces agresseurs, ça peut être la double peine, parfois ce sont des familles défavorisées, vous ne tenez pas du tout ce discours pas du tout, ce matin. parce que d'abord, sur le principe, c'est faire insulte à l'immense majorité des personnes modestes qui éduquent leurs enfants, qui sont l'immense majorité, y compris dans les quartiers, y compris des personnes de l'immigration qui éduquent leurs enfants. Et ça, et c'est une vérité. Deuxièmement, il n'y a pas de société qui puisse tenir sans responsabilité. La responsabilité, c'est la condition de la liberté. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et donc, c'est absolument incontournable. Il faut des politiques sociales. Chacun a droit à une deuxième chance, à une troisième chance. On doit accompagner les personnes, mais lorsqu'il y a récidive, ce qui est le cas, lorsqu'il y a ainsi un comportement qui est totalement nuisible à la société ne peut pas encourager ces comportements. Depuis tout à l'heure, depuis le début de cet entretien, à vous entendre, on dirait qu'il n'y a pas de politique pénale en France. Si, parce que là aussi, ce serait faire injure. D'abord, il y a un code pénal, il faut l'adapter lorsque c'est nécessaire. Bien sûr qu'il y a, bien sûr qu'il y a de plus en plus de lois. Comme toujours, vous savez, est-il besoin de délibérer la cour en conseiller foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. De mémoire, c'est Jean de La Fontaine. C'est dans l'exécution des choses. Je répète que notre système est tellement engoncé et tellement bureaucratisé qu'on n'a plus assez de policiers sur le terrain alors qu'on a le bon ratio de policiers par rapport à la population, on manque de magistrats alors qu'on paye plus d'impôts qu'ailleurs. Le diagnostic est fait depuis des années. Pourquoi on ne passe pas aux actes? Mais dites-le nous. Vous avez vous-même interpellé le ministre de l'Intérieur. Il faut changer de politique publique. C'est pour ça que je m'engage dans la vie politique aussi, que je pense qu'il faut proposer une alternative crédible qui soit ni extrémiste ni conformiste, qui propose enfin, comme d'autres pays ont su le faire, qu'on s'attaque à la matrice de l'État, qu'on redonne de l'espérance aux fonctionnaires, qu'on affecte les moyens sur l'investissement et qu'on sorte dans cette gangrène qui fait qu'on est bouffé par les procédures. Et c'est ce qui est en train de plomber la justice. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui peut se passer avec les faits qu'on vient d'écrire? La société se déchire. Enfin, ça fait des années qu'on nous parle d'archipélisation, qu'on nous parle de séparatisme, qu'on nous parle de violence croissante. Et tout cela alimente la crise civique. Si vous ajoutez les grandes déclarations exagérées, pleines d'emphase, de glorioles, de dirigeants qui disent qu'il faut réagir avec la plus grande fermeté, et puis qu'ensuite il n'y a rien dans les actes, vous créez la désespérance civique. Et donc ce sont des votes extrémistes, ou alors c'est de l'atonie civique, ou c'est de l'énervement, ou c'est de la violence dans la rue. Donc il est face à cela, face à ce conformisme et face à ce révolutionnarisme. Il y a une troisième voie. Oui, moi j'y crois, autrement je ne ferai plus de politique. On va développer ça parce qu'il y a ce défi sécuritaire et le défi à l'autorité, mais il y a aussi, David Lisnard, le défi énergétique. Évidemment, Emmanuel Macron a haussé le ton hier, appelant à la responsabilité collective pour plus de sobriété, lançant aussi qu'on ne vienne pas me chercher sur Fessenheim. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet du nucléaire. Vous souriez, mais Emmanuel Macron dit en substance, moi je n'ai rien à me reprocher. Ouais, chacun jugera sur pièce en tant que citoyen. Déjà, la responsabilité collective, je disais que c'est une notion très dangereuse parce que ça renvoie à des comportements un peu totalitaires et injustes. Ensuite, il faudrait déjà regarder les responsabilités individuelles. J'ai lu ce matin dans la presse que le groupe parlementaire LR, à l'initiative d'Olivier Marleix, avait décidé de lancer une commission d'enquête sur le démantèlement de la filière nucléaire. Enfin, Éric Ciotti est favorable. Vous également? Oui, il faut qu'on... Très sincèrement, qu'est-ce que ça va apporter, David Lisnard? En quoi ça va nous aider dans cette crise énergétique? Parce que l'information civique
C'est la seule façon de retrouver de la confiance. On ne peut pas dire d'un côté, je ne suis pour rien dans Fessenheim, alors qu'on a décidé de faire fermer Fessenheim. On ne peut pas dire d'un côté, nous avons décidé de relancer le nucléaire, alors que la loi de programmation énergétique prévoit encore, de mémoire, la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Ceux qui se plaignent des conséquences sont ceux qui chérissent les causes de ces conséquences. Et ça, ce n'est plus possible. À un moment donné, vous vous rappelez des écrits que j'ai produits il y a 3 ans, il y a 4 ans, des sénateurs, je me souviens de Sophie Primas, qui avait évoqué les trous énergétiques que l'on aurait. Souvenez-vous, les premières faiblesses énergétiques, elles arrivent bien avant la guerre en Ukraine. David Lisnard, et on très ne peut bien. pas vous passer avez eu raison notre avant temps. l'heure. Mais aujourd'hui, que fait-on ? C'est pas ce que je demande, si vous voulez. C'est pas moi, d'ailleurs, c'est d'autres qui m'ont éclairé sans faire de mauvais jeu de mots. Mais si vous voulez, on ne peut pas passer notre temps à être dans l'urgence politique. Alors oui, il y a urgence, on va pratiquer la sobriété. Vous entendez les mots. Localement faire des économies. Sobriété, nous sommes en guerre, rationnement. Oui, mais si vous voulez, attendez, c'est de la dramatisation, de la lucidité aujourd'hui. Aujourd'hui, cette dialectique-là, elle énerve les âmes. Elle crée de l'incivisme. On ne peut pas passer notre temps à nous dire qu'on est en guerre quand on n'est pas en guerre. La guerre, c'est un but politique avec un ennemi. Là, en fait, on est dans nos échecs. On a affaibli la souveraineté de la France. Et donc, il faut quand même le rappeler. Ceux qui nous disent aujourd'hui, avec beaucoup de moraline, qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, etc., sont ceux qui ont détruit une œuvre qui datait du général de Gaulle, poursuivi par tous ses successeurs jusqu'à Nicolas Sarkozy. Donc c'est une somme de lâcheté pour vous, c'est une somme de mauvais choix, de facilité. renoncement. Écoutez, juste hier, j'ai entendu, mais vous me corrigez si c'est faux. Vous avez entendu les mots sur le patron d'EDF en disant, oui. le président, il ne faut pas me chercher sur Fessenheim. J'ai fermé Fessenheim parce que c'était proche de l'Allemagne. Mais c'est délirant. C'est-à-dire qu'on ferme une centrale nucléaire qui produit 6 grammes de CO2 par kilowattheure pour laisser l'Allemagne ouvrir des centrales à charbon, nous-mêmes on en a ouvert 2, qui produisent plus de 1 kilo de grammes de CO2, c'est-à-dire c'est 120 fois plus qu'une centrale nucléaire. On vous entend ce matin, donc, David Lisnard, mais maintenant que c'est fait, maintenant que ça a été fermé, maintenant qu'on se retrouve dans cette situation, que le constat est fait, qu'il y a une somme de lâcheté, comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce que c'est à nous, justement ? Est-ce qu'il faut aller vers le 19 degrés ? Est-ce que tout cela est suffisant ? Évidemment, il y a une somme de comportements individuels qui doivent s'appliquer. Évidemment, on n'a pas attendu. Vous savez, dans nos communes, on a mis en place des régulateurs d'énergie depuis longtemps. On met des modulateurs aussi. On a parfois réduit la température de nos piscines. On prend ces mesures, parce que d'ailleurs, ce sont des mesures écologiques et économiques, et qu'on est face aussi à cet effet de ciseau terrible. Deuxième élément, il faut porter une espérance écologique. On ne peut pas rester... Vous la voyez, là, si je puis dire sans jeu de mots, la lumière aussi. Je crois que c'est aussi le devoir de ceux qui s'engagent dans la vie politique de porter une espérance, de porter un cap. Nous avons tous les moyens en France, en termes de recherche scientifique, si on arrive à mobiliser du capital pour porter une espérance scientifique. La crise climatique, qui est majeure, la lutte contre la part humaine dans le réchauffement climatique, elle passe non pas par des injonctions morales, non pas par un caractère réactionnaire qui voudrait nous faire revenir en arrière, qui nie la dimension humaine de croître, de prospérer. Cette croissance écologique, elle passe par une mobilisation générale autour de la science, autour de l'investissement, autour de l'innovation et autour de la capitalisation. Vous dites mobilisation en général. Je voudrais vous faire réagir parce que est-ce vraiment anecdotique le train plutôt que l'avion ? C'est une séquence qui fait beaucoup réagir. Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux lorsque l'entraîneur du PSG, Galtier, à côté d'un Mbappé hilar, ironie sur la proposition du patron des TGV Intercités de faire prendre à l'équipe le train quand ce sont des trajets courts évidemment. Réponse, eh bien on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Ironie, mépris pour vous ? Moi, je n'ai pas envie de commenter ça parce que ça vous dites mobilisation générale, ça nous concerne tous, monsieur le maire. D'accord. Okay. Oui. Mais on peut très bien avoir des leurres d'opinion en s'offusquant de ce que disent tel ou tel footballeur ou entraîneur quand leur foutent la paix et qu'ils gagnent ce soir contre la Juventus. Et parallèlement, on a aujourd'hui, il faut être sérieux, le transport aérien par jet, c'est 0,04% des émissions de CO2. Voilà. Donc maintenant, il faut regarder vraiment comment on isole très vite les logements et les bâtiments de façon non multitive avec un système malus-bonus, donc le droit, la science, l'investissement. Comment on arrive à débloquer les projets locaux qui foisonnent parce qu'on est créatif en France. Mais est-ce qu'on le fait main dans la main ? Est-ce que vous le faites avec le gouvernement ? Hier, vous avez été reçu par le président, vous êtes allé en tant que président de l'association, il faut bien, des maires de France. Il y a là le Conseil national de la refondation qui est à venir. Est-ce que vous prenez cette main pour le moment ? Non, apparemment. Nous, on donne la main, si. Ah bah vous la mordez pour le moment. Non, c'est
pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. C'est la formule est jolie. Pourquoi Mais non, on tend la main. C'est-à-dire qu'avec Région de France, Département de France et l'AMF, on a dit qu'on ne croyait pas au format du CNR parce qu'on pense que c'est une grande messe d'affichage. On a eu le grand débat, etc. Mais on est respectueux des institutions et on a posé nos conditions. Et le président de la République, de façon très rapide, nous a donné rendez-vous et pour la première fois, il y a un changement radical, nous a donné raison sur le constat de la crise civique et le fait qu'on soit au bout du système. On a eu une discussion de 2h30 très franche, très directe. Il a acté le fait qu'il fallait enfin une grande loi de décentralisation, ce que l'Association des maires de France demande depuis longtemps, qu'il fallait une stabilité financière, qu'on ne pouvait plus continuer à piller les communes, les collectivités territoriales. Donc il y a eu hier des avancées prononcées, jamais jusqu'alors dites par le président de la République. Maintenant, donc on va saisir cette opportunité de faire valoir nos positions, soit le président de la République tient ses engagements, je ne lui ferai pas de procès d'intention en début de quinquennat, et on aura fait progresser considérablement la modernisation des pouvoirs publics en France. La solution, elle est dans la décentralisation et la débureaucratisation. Soit il ne le fait pas, et ça sera un casus belli. Merci David Lisnard. Merci à vous. Vous avez remarqué, je n'ai pas eu le temps de vous poser des questions sur la droite et les LR, mais on a compris que pour vous, c'est l'échéance 2027 que vous regardez. C'est bien sûr la prochaine alternative, et il faut préparer l'alternance avec un projet, être crédible sur des principes et porter une espérance, parler à la jeunesse, parler d'environnement, parler de science. Nous avons tous les principes programme ce matin pour porter sur un renouveau pour la France, j'en suis convaincu. Merci David Lisnard et bonne journée à vous.